l'alchimie utilise des phrases codées, des livres muets avec des images, et ça depuis Tubal-Cain dans la Bible jusqu'aux noces chimiques de Christian Rosenkreuz. La question qu'on peut se poser, c'est, ce sont des mythes et des légendes, cette alchimie, ou une science sacrée universelle? C'est effectivement une science universelle qui existe depuis des milliers d'années. Et si ça donne l'impression d'être crypté, c'est parce que la connaissance alchimique est perpétuée sous forme de symboles. Il y a énormément de symboles en alchimie. Il y a des symboles minéraux, des symboles animaux, des symboles humains. Par exemple, on parle du lion rouge, du lion vert, on parle du corbeau, on parle du fameux phénix, hein, que tout le monde connaît. Et puis, il y a des symboles humains. On marie le roi avec la reine, puis un évêque qui vient. Et puis, on parle de la structure de la matière, puisque l'objectif de l'alchimie, c'est effectivement la transformation de la matière, non pas pour obtenir de l'or finalement, mais pour obtenir ce que les alchimistes appellent la fameuse pierre philosophale. Ils vont utiliser un langage qui découpe la matière en trois parties, et ils appellent ces parties le soufre, le sel et le mercure. Le sel, le soufre, le mercure, qu'est-ce que ça symbolise? On peut dire que le sel, le soufre et le mercure, en matière d'alchimie dite opérative, donc au laboratoire, ça va recouvrir des forces, des énergies. On va dire le soufre représente le fixe, l'énergie masculine. Le mercure, lui, va représenter l'énergie féminine, le volatile. Quant au sel, c'est le catalyseur de la mutation, de la transmutation, qui va permettre le fameux mariage du soufre et du mercure qui sont comparés à un roi et à une reine. Ce qui fait que ça rend effectivement très complexe le système de l'alchimie, qui est en réalité, au-delà de ce qui est écrit, son but, c'est d'inciter la personne à lâcher prise du point de vue, la manière intellectuelle d'aborder les choses. Alors Euh, justement, puisqu'on parle de la manière intellectuelle, il y avait une alchimie chinoise. Est-ce que il y aurait avec l'alchimie occidentale un rapprochement au niveau spirituel entre le yin et le yang, et est-ce qu'il y aurait une analogie avec le yin et le yang? alors effectivement, on pourrait comparer le soufre et le mercure au yin et au yang, justement, sauf que euh, je dirais que le soufre et le mercure, quand on lit les descriptions et qu'on travaille au laboratoire, hein, les laborantins disent le soufre peut apparaître sous la forme d'une poudre rouge. D'ailleurs, ils disent que ce n'est pas le soufre lui-même qui est la poudre rouge, c'est l'indice de sa présence. Tandis que le mercure va représenter un liquide translucide, transparent. Euh, donc ça va un peu plus loin dans l'analyse lorsqu'on étudie le sujet du soufre et du mercure, parce que le soufre va plutôt représenter la force qui fait que la matière est dense, tandis que le mercure, ça va être la force qui fait tourner finalement les électrons Ok. autour. C'est la force centrifuge. Autrement dit, le soufre représente euh, la nécessité, d'une certaine manière, qui transforme certaines énergies euh, impondérables en densité, en particules, tandis que le mercure va représenter la liberté, c'est-à-dire le mouvement, finalement. Ils disent bien, le mercure, c'est le mouvement. On a dit que dans le tarot, on retrouvait le processus des cycles alchimiques. Est-ce qu'il y a des lames particulières que l'on peut identifier qui nous indiqueraient des éléments particuliers du cycle noir, blanc et rouge? Je n'irai pas jusqu'à dire que le tarot décrit tout l'ensemble de l'œuvre, hein. Par contre, effectivement, il y a effectivement des lames qui décrivent certains aspects de l'alchimie. Vous parliez de l'aspect noir. Vous avez par exemple la lame 13 du tarot qui est pour nous la mort, où sur le fond, en bas de la carte, on voit le sol est noir. Elle représente donc la première phase de l'alchimie, lors de laquelle l'alchimiste va opérer une sorte de putréfaction de la matière. Et là, je parle au sens du laboratoire. Mais comme l'alchimie avait toujours eu un double aspect, c'est-à-dire à la fois matériel et spirituel, on peut parler de cette putréfaction, c'est-à-dire ce passage par lequel tout homme ou toute femme envoie d'épanouissement spirituel, ce passage par lequel cet homme ou cette femme va passer, que l'on désigne par la putréfaction, et que Jean de la Croix
désignés par la nuit obscure, justement. Donc on trouve cela dans le tarot des imagiers, comment, le Pour, tarot de Marseille. Pour le rouge, c'est la carte numéro 17, appelée les étoiles. Les étoiles qui sont attribuées à l'étoile de Compostelle. Il faut savoir que le pèlerinage de Compostelle était le pèlerinage des alchimistes. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Compostelle? Ça veut dire que à un moment donné de l'œuvre, dans la matière, sur le compost obtenu justement par la première phase de putréfaction, dans le compost va apparaître une étoile. Et lorsque l'alchimiste voit apparaître cette étoile, eh bien, c'est le signe qu'il est bien en voie d'opérer vers l'œuvre au blanc, puis l'œuvre au rouge. Il est sur le bon chemin. Et en matière d'alchimie spirituelle, on compare d'ailleurs cette étoile avec l'étoile de Bethléem, hein, pour ce qui est de la philosophie, de l'ésotérisme chrétien, l'étoile des rois mages, qui est le symbole que un nouvel homme est apparu sur terre, qui était le Christ, l'enfant Jésus, et que ce nouvel homme va prendre le pouvoir d'un point de vue spirituel sur l'ensemble de la psyché. vous parlez dans votre ouvrage de l'opposition temps linéaire et temps cyclique. Le temps linéaire étant relié à la science et le temps cyclique plutôt à la spiritualité. Que pourrait-on dire justement du passage de l'ère des poissons, l'apparition du Christ, à l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes actuellement? D'un point de vue chimique, on va dire clairement que nous sommes dans une phase de transformation d'une ère dans une autre. Nous assistons à une société qui est complètement révolutionnaire, révolutionnée tant du point de vue humain que du point de vue des États, des structures sociales, que du point de vue des moyens que l'on met en œuvre, hein. On parle de conquête spatiale, on parle d'Internet, etc. Et donc aujourd'hui, pour voir apparaître la nouvelle ère, d'abord, on doit noter que cette nouvelle ère va demander un nouveau type d'être humain. Or, pour accéder à ce nouveau type d'être humain, eh bien, l'humanité est en train de passer par une phase de putréfaction, c'est-à-dire de remise en question. Beaucoup de gens aujourd'hui sont complètement perdus par rapport à ce qui est proposé, se sentent totalement dépassés. Le monde est devenu un village, mais c'est un village de 8 milliards d'habitants. Et au milieu de ces 8 milliards d'habitants, eh bien, beaucoup de gens se sentent un petit peu perdus et ont un peu du mal à se situer. Donc notre société aujourd'hui, elle va devoir mourir à ses anciennes valeurs. Imaginons, pendant toute l'ère du poisson, les États se sont fait la guerre. Aujourd'hui, on sait qu'avec l'avènement du nucléaire, la guerre devient très dangereuse. Ça veut dire que les relations entre États doivent totalement changer. Et ça, c'est vraiment une phase que l'on peut décrire avec les données de l'alchimie. Après, vous parliez, là c'est un autre sujet, vous parliez du temps cyclique. Ce qui est intéressant avec l'alchimie, c'est qu'elle fait, si nous avons d'un point de vue scientifique une façon de concevoir le temps d'un point de vue linéaire, c'est-à-dire que nous passons d'un état alpha à un état oméga qui est censé être meilleur, et la progression, selon la loi de l'évolution, est censée être linéaire, du moins vers le plus, du moins bon vers le meilleur. Eh bien, l'alchimie, elle ressort d'une notion du temps cyclique. Et on en a la preuve dans le fait que la materia prima, la matière première sur laquelle l'opératif est censé travailler, est appelée la pierre des philosophes. Tandis que l'aboutissement de l'œuvre est appelé pierre philosophale. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de miroir entre les deux termes, et l'alchimiste sait qu'en réalité, dans la pierre des philosophes, dans la matière primordiale, eh bien, le germe de la perfection s'y trouve déjà. Autrement dit, la notion d'un temps cyclique par rapport à un temps linéaire, c'est l'idée selon laquelle la perfection existe de façon latente dans tous les êtres humains, finalement, qu'il ne s'agit pas de rajouter des couches d'évolution, mais peut-être de supprimer ce qui empêche cette perfection de s'exprimer. Ça change complètement toutes les notions de l'éducation, notamment cette façon de voir. On arrive vraiment au perfectionnement spirituel. Et ma dernière question, c'est, vous appelez le labourant, vous l'appelez le laborantin, le labourant. Alors, qu'est-ce qu'on doit labourer pour utiliser des méthodes de perfectionnement qui sont plus celles de l'aura
que celle du laborat. Ce qu'on peut labourer, c'est tous les plans divers de l'être humain. Déjà, le sel, le soufre et le mercure en matière d'alchimie spirituelle correspondent au corps, à l'âme et à l'esprit de l'individu. Mais on peut aller plus loin et dire que tout individu en devenir, s'il veut dépasser le simple domaine du consumérisme dans lequel on vit et limiter l'existence humaine au fait de produire, se reproduire et consommer, eh bien, s'aperçoit que tout être humain est un être en devenir, et que c'est ça même qui signe le sens de l'existence. Or, pour devenir, eh bien, on peut travailler sur plein de domaines différents. On peut travailler sur le plan du corps, hein, travailler pour améliorer son corps, maintenir sa bonne santé, mais bon, ça c'est plus prosaïque, mais on peut aussi travailler sur le plan des émotions. Apprendre à maîtriser les émotions, ça ne veut pas dire supprimer les émotions, mais les maîtriser et les rendre justes, leur permettre de donner une réponse juste à toutes les situations. On peut aussi travailler à transmuter le mental, et notamment l'alchimie est assez intéressante en ce domaine-là, puisque quand on lit des ouvrages alchimiques, on rentre dans une compréhension des symboles qui fait travailler une autre partie du cerveau, qui n'est plus simplement le cerveau logique, le cerveau des symboles, qui était beaucoup plus développé d'ailleurs au Moyen Âge, hein, quand les gens circulaient dans une cathédrale, ils comprenaient tout de suite ce qu'il y avait sur les vitraux, ils comprenaient le sens des statues, etc. Donc, on peut travailler sur les émotions, on peut travailler sur le mental, on peut aussi également travailler sur son environnement, puisque un alchimiste spirituel, c'est-à-dire un être en voie de perfectionnement de soi, va s'apercevoir très vite que son environnement, que tout conspire finalement dans la nature au perfectionnement de l'être humain. Et celui qui est simplement de bonne volonté voit son environnement se transmuter également avec lui-même. Donc ça fait vraiment un programme assez important qui change complètement avec, et c'est là où on dit il faudra que notre société change, qu'elle passe par une phase d'œuvre au noir et qu'elle comprenne, non pas comme Jules Ferry qui disait ben moi je vais créer l'éducation pour tout le monde, mais pour faire des gens de bons travailleurs, de bons serviteurs de la société, il faut comprendre également que cette éducation doit changer et qu'elle doit opérer pour le progrès de chaque individu, tant du point de vue individuel que collectif. Si vous me permettez, je voulais simplement Oui. rajouter que les responsables, enfin les gens qui ont été les grands artisans du passage de l'alchimie matérielle opérative à l'alchimie spirituelle, ça a été notamment les Rosicruciens au XVIe et XVIIe siècle. Hein, si on lit les ouvrages du XVIe et XVIIe siècle, on voit bien que l'œuvre spirituelle est décrite en termes d'alchimie opérative.